Voilà, chers amis, bonsoir. On est heureux de vous retrouver pour la dernière conférence de la saison 2020-2021. On a la chance de pouvoir l'organiser en présentiel avec Philippe Olivier. Avant que de vous présenter notre orateur, qui intervient pour la deuxième fois sur l'égide de l'Institut Ménil, il est agréable de transmettre le micro au professeur Charles Sultan, à notre ami Charles Sultan, qui représente le maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Michael Delafosse. Merci. Effectivement, comme le dit, comme vient de le présenter Michael, Monsieur Delafosse m'a appelé pour m'inciter fortement à le représenter ce soir, car au-delà de l'intérêt qu'il porte à l'histoire et à la musique, on lui avait fait état d'un hommage à Égypte. Et donc, il tenait à ce que la municipalité soit... Alors moi, j'ai accepté spontanément, parce que je connaissais assez bien Madame Historique, et j'avais même travaillé avec elle il y a quelques années, quand je présidais l'ENTRA. Alors je ne sais plus si c'est Hérault, Languedoc, peu importe. Et nous avions fait une ou deux journées au sein du lycée. Et j'avais été frappé par l'immense bonté que dégageait cette dame. Immense bonté, son sourire était d'une douceur extraordinaire. Et je me souviens au fond de la puissance de son discours. Elle captait l'attention des jeunes avec une efficacité redoutable. Je suis enseignant et je sais combien vous aussi, nous sommes tous, monsieur le professeur est en cours, enfin, nous sommes tous enseignants, il est très dur de capter. Et elle, en quelques mots, elle savait, et a fortiori des jeunes adolescents. Je l'admirais beaucoup parce que il faut dire que c'était vraiment le prototype de ce que d'autres ont appelé la résilience. Quand on reprend son histoire de sa vie, d'une part, elle était quelque part, ça je le dis en tant que croyant, elle était quelque part protégée. Parce que sa famille a quand même commis quelques erreurs. Quitter Bruxelles pour descendre dans le sud de la France et arrêter dans le sud et remonter à Bruxelles dans les griffes des nazis, il fallait ou une inconscience ou un optimisme démesuré. Car le père et ses 7 ou 8 enfants, je me souviens plus très bien, sont tous remontés à Bruxelles, où elle a été, pendant quelques mois, cachée dans un grenier où elle n'avait à peine accès à du pain et de l'eau. Enfin, je veux dire, ce sont des conditions extraordinaires de vie. Et grâce à des justes qui ont été récompensés, puisque il y avait une manifestation, elle a pu survivre, être protégée, considérée comme débile dans une maison d'enfants débiles, elle était cachée dans cette maison dont j'ai oublié le nom, je n'ai pas revu, mais elle a eu une succession d'événements où elle a pu manifester à la fois une force intérieure extraordinaire, une volonté de vivre, un optimisme, ce qui l'a amené, comme le disait Cyrulnik, chez certains enfants, soit enfants déportés, soit déportés eux-mêmes, à une volonté d'occultation. Elle a occulté son histoire, je ne me souviens plus très bien, mais pendant au moins 30 ans, elle a délibérément masqué tous les événements qui ont marqué sa vie, des événements négatifs. Et ce n'est qu'après une trentaine ou quarantaine d'années, sans doute a-t-elle réalisé que le besoin de mémoire, le besoin, au fond, le transfert de ses souvenirs pouvait être important à la fois pour les autres, mais aussi pour l'histoire. Car au moment
où, je ne vais pas faire des annonces, mais au moment où, eh bien, sommes entre nous, le Front National semble être classé premier dans les élections régionales, je l'ai appris hier matin, dans les sondages, eh bien, pardonnez-moi, ça m'émeut parce que 60 ans à Montpellier, je n'aurais jamais réalisé que le Front National pût prendre une place aussi importante au premier tour. Bon, j'espère, me disait M. Houteau, que les alliances vont gommer. Et donc, elle a réalisé combien son témoignage pouvait être utile à l'histoire, aux jeunes et à l'histoire. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai accepté de remplacer Michael au pied levé, il l'a dit hier soir, et que je le fais avec beaucoup de respect pour cette dame, pour son travail d'historienne, parce que ce qu'elle a réalisé, au fond, elle a été un passeur, et dans la tradition juive, c'est un rôle qui n'est pas négligeable, de transmettre et de passer. Donc j'ai accepté et je vous remercie de m'accueillir. Alors, nous revenons à la réalité d'aujourd'hui. Vous savez combien la municipalité de Montpellier, et vous me connaissez un peu, Michael, je ne suis pas un flagorneur. Bien, je peux vous dire aujourd'hui, peu importe l'auditoire, que en tant que maire adjoint, je suis fier qu'il y ait à Montpellier une équipe d'historiens, que ce soit Madame et Monsieur Yankou, Daniel et Carole, Michael, dont nous pouvons nous flatter au fond, de faire vivre à travers eux l'histoire des Juifs du Languedoc-Roussillon. Je l'ai évoqué avec Michael Delafosse. Nous sommes vraiment honorés et c'est une chance pour nous de vous avoir à Montpellier, à titre individuel, votre père le sait depuis 30 ans, mais je tenais à le dire, Montpellier devrait vous honorer encore plus qu'elle ne le fait pour le travail de mémoire, le travail d'histoire, le travail de partage que vous faites. Et pour l'enseignant que je suis, partager son savoir, partager sa connaissance, c'est partager un peu de son âme. Merci. Précaution en raison du Covid-19. Merci monsieur le professeur pour votre intervention, pour ces bons mots. Vous avez été trop effectivement élogieux, mais je vous en sais gré et nous sommes effectivement heureux de votre présence et d'une certaine manière celle de Michael Delafosse, car nous savons l'attachement qu'il porte à l'histoire juive de Montpellier et du Languedoc, à l'Institut Maïmonide qu'il a vu naître auprès de Georges Frêche. Il marche dans ses pas sur de nombreux points et je lui souhaite effectivement de nous faire vivre à peu près la même carrière que Georges Frêche, il est bien parti. Donc effectivement, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Olivier pour la seconde fois. Alors, j'ai donné à l'instant la parole à Charles Sultan. J'allais oublier d'excuser Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui ne peut être des nôtres, mais qui s'en excuse, bien évidemment, la région Languedoc-Roussillon, qui est un partenaire privilégié de l'Institut. Merci encore, Charles Sultan, pour votre intervention. Nous avons eu le privilège de vous entendre tout dernièrement au colloque de médecine et judaïsme, et avec votre belle intervention sur Maïmonide et son apport, effectivement, à la médecine. L'Institut ne s'est pas arrêté pendant tous ces mois de confinement dû au Covid-19. Nous avons enregistré un certain nombre de conférences, pratiquement une par mois, qui sont toutes visibles sur la chaîne YouTube de l'Institut. En janvier, nous avions le professeur Carole Yankou. En février,
Montpellier, la journaliste Stéphanie Trouillard, les universitaires montpelliérains Béatrice Bacouche et Pierre Kirchléger en avril et mai, et le colloque précédemment cité en mai qui sera bientôt disponible sur YouTube. Alors, effectivement, ce soir, grâce à notre ami Philippe Olivier, nous allons traiter d'un sujet relativement inédit puisqu'il s'agit de la mère destinée des Juifs en République démocratique allemande, en RDA, au lendemain de la guerre et jusque dans les années 90. On a beaucoup parlé de la longue mémoire, de la longue présence juive en Allemagne, une présence continue à l'inverse de la France. C'est une histoire d'amour qui se termine douloureusement avec la Shoah. Évidemment, les Juifs et l'Allemagne pendant la Shoah, les relations Israël-Allemagne aujourd'hui, mais quid de la situation des représentants de la loi mosaïque dans la République démocratique allemande lorsque l'Allemagne était divisée en deux, donc au lendemain de la guerre et jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc on va avoir plaisir à entendre notre ami Philippe Olivier. Il va nous proposer un certain nombre de documents iconographiques et auditions de musique, vraisemblablement. Philippe Olivier, j'ai pu le connaître grâce à Perla Danan. Il vient régulièrement pour la musique à Montpellier. Montpellier est devenu, grâce à Georges Frêche et René Curie, une place forte de la musique classique ces dernières années. C'est un historien. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs français de la vie musicale allemande entre 1933 et 1945, comme au temps de la RDA. Il a publié une trentaine de livres. Après avoir été critique musical à Libération, au journal Libération dans les années 80, il enseigne la musicologie à l'Académie de musique et de théâtre de Rostock, en Allemagne, à partir de 2008. Il est installé à Berlin, il vient de Berlin, expressément, et il est notamment invité pour des conférences et des séminaires à l'Académie des Arts de cette ville, au Festival de Bayreuth, à l'Institut universitaire d'études Jules Wiesel ou encore à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg. C'est un journaliste de formation. Il a exercé des fonctions professionnelles à Radio France, à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et au cabinet du maire de Strasbourg, où il fut en charge de la culture, c'est Catherine Traumal, et de l'enseignement supérieur. Et il fait aussi autorité dans le domaine des études wagnériennes. Donc c'est un temps fort de la saison. On clôture de manière importante cette saison 2020-2021, en partie tronquée par le Covid et le confinement, mais les conférences que vous n'aurez pu entendre, vous les retrouverez à la rentrée. Donc nous remercions Philippe Olivier pour sa venue et par avance pour le propos qu'il va nous communiquer. Avant de lui céder la parole, je vais remercier la Gazette de Montpellier, Radio Aviva et Acadère, et aussi dire quelques mots pour reprendre en partie ce qu'a dit le professeur Charles Sultan. Nous allons observer une minute de silence en mémoire d'Edith Moscovitch qui vient de nous quitter. Comme le disait très justement le professeur Sultan, c'est une dame qui ne nous laissait pas indifférents. Elle était chevalier de la Légion d'honneur et mon point pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé au nom du devoir de mémoire, mais pour son action, une des premières en France, concernant la prévention du cancer du sein. C'est pour cela qu'elle avait été honorée du titre de chevalier de la Légion d'honneur. Elle a été trésorière de l'Institut Maïmonide de 2000 à 2007. Elle a été déléguée régionale du comité français pour Yad Vashem. Elle m'avait laissé la section il y a quelques années, la délégation il y a quelques années. Elle n'avait de cesse de communiquer, de témoigner dans les établissements scolaires au nom du devoir de mémoire et d'histoire de la Shoah. Il est vrai que c'était une enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle avait échappé de peu à la déportation avec ses 8 frères et sœurs, s'extirpant des griffes nazies et vichistes de la Hongrie natale, de sa Hongrie natale, au refuge temporaire offert par les Justes parmi les nations françaises, en passant par le camp de transit du RCDB. Et une étoile veillait sur cette famille Moscovitch, puisque le père a eu la lucidité de confier ses 8 ou 9 enfants à 8 familles différentes, et les 8 enfants ont été sauvés. Vraiment, l'étoile d'Israël était sur cette famille Moscovitch. Edith s'est tue pendant de nombreuses décennies, puis elle s'est mise à parler, en grande partie grâce à Carole Yankou, puisqu'elle a suivi ses cours à l'université de Paul Valéry, qui lui a demandé de livrer ce qu'elle avait terré, ce qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle, et on était d'ailleurs dans une période où, avec la résurgence de l'antisémitisme, le négationnisme, la haine d'Israël, et le temps qui passe, il y avait nécessité de transmettre, d'œuvrer à la transmission de
l'un des crimes les plus innommables de l'histoire de l'humanité. On ne peut oublier ses yeux bleus et sa voix douce, et associé à la force de son témoignage, elle ne laissait pas indifférent ses nombreux auditoires. Soyez vigilants, faites montre de vigilance, d'altruisme, d'humanisme, se plaisait-elle à répéter à l'envi aux jeunes générations, point avare, en nombreux conseils, avisés conseils. Elle disait souvent, avant de réussir dans la vie, réussissez votre vie. Voilà, on va observer une minute de silence et ensuite nous écouterons Philippe Olivier. Je vous remercie. C'est à vous, cher président. Merci, cher Michael. Monsieur l'adjoint, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, je suis d'abord très heureux de retrouver votre ville et l'Institut universitaire d'Anne-Marie. Et je suis à titre personnel d'autant plus heureux d'être parmi vous aujourd'hui que ce soir, j'ai ici la chance de donner ma première conférence en présentiel, je dis bien en présentiel, depuis 18 mois. Donc, c'est en soi un événement personnel qui ne s'oublie pas. Comme Michael l'a annoncé tout à l'heure, nous allons aujourd'hui nous entretenir d'un sujet qui, évidemment, est déjà très loin dans l'espace par rapport à Montpellier, et aussi assez loin, de façon bien entendu beaucoup plus nuancée, par rapport aux deux branches majeures du judaïsme que sont les rites ashkénazes et séfarades, puisque s'agissant de l'Allemagne, et plus particulièrement de la défunte République démocratique allemande, il sera essentiellement parlé des juifs ashkénazes est-allemands, mais je vous ai néanmoins préparé une surprise, évidemment à caractère historique, qui se rapportera au monde des séfarades. Alors, nous allons, à l'aide d'illustrations et d'images, donc parcourir ensemble cet univers qui est malheureusement, comme vous allez vite le constater, celui d'une destinée particulièrement amère. Les frondaisons que vous voyez là sont des frondaisons très nombreuses qui se trouvent à Berlin, dans ce qui autrefois était Berlin-Est, qui se trouve dans le cimetière juif de Berlin-Weissensee, puisqu'il s'agit de la grande nécropole juive de Berlin, qui se trouvait en Allemagne de l'Est, dans le quartier berlinois de Weissensee, et qui occupe encore aujourd'hui une surface de 27 hectares. Je dis bien 27 hectares, donc quand vous parcourez les allées de ce cimetière, vous avez évidemment le spectacle du destin du judaïsme allemand dans son ensemble, c'est évident, mais de manière plus fine aussi le spectacle du destin extrêmement triste du judaïsme dans la République démocratique allemande, comme je vais vous l'expliquer ce soir. Vous avez maintenant sous les yeux une photo qui est l'œuvre d'un photographe célèbre. Il s'agit de Robert Capa. Robert Capa qui se trouve à Berlin pendant l'été 1945, donc quelques mois après la défaite de l'Allemagne nazie. Et voici donc le spectacle que l'on voit pendant l'été 1945 dans les rues de Berlin. Spectacle évidemment qui, hélas, est à l'unisson du destin tragique du judaïsme allemand.
spectacle à l'intérieur duquel le judaïsme est-allemand, une fois la République démocratique allemande proclamée en octobre 1949, va essayer de s'installer tant bien que mal. Alors, vous savez qu'à partir du moment où l'Allemagne nazie a été vaincue, le pays a été divisé en plusieurs zones d'occupation et parmi les zones d'occupation, réparties entre la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique, se crée une zone d'occupation qui s'appelle la zone d'occupation soviétique, en allemand Sowjetische Besatzungszone, sous forme d'acronyme SPZ, et à partir donc de cette période-là, va sur cette zone d'occupation soviétique s'installer progressivement les premiers fondements d'un futur État souverain qui sera en 1949 la République démocratique allemande, mais État souverain dont je tiens à vous le dire tout de suite, tous les grands dirigeants, à commencer par le futur président de la République démocratique allemande, Wilhelm Pieck, ou encore Walter Ulbricht, pour ne citer que deux d'entre eux, dont tous les dirigeants ont passé les années de l'hitlérisme réfugiés à Moscou, ainsi que les années, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale. Quelques jours après que les soviétiques et les autres aient pu s'entendre sur le sort de Berlin, quelques jours après, un avion a volé de Moscou à Berlin et a amené à Berlin ceux qui vont devenir les dirigeants de la République démocratique allemande et qui, bien entendu, c'est une tautologie, se prosternent devant le jardinier sublime, comme on l'appelait, devant l'ami des enfants, c'est-à-dire devant le terrifiant Joseph Vissarionovitch Staline, que vous voyez ici représenté en majesté, en gloire, bon, par un peintre évidemment qui travaillait tout à sa dévotion. Et c'est donc ce décor qui va être celui de la République démocratique allemande après sa constitution. Dans ce lever de rideau, si je peux m'exprimer ainsi, vous découvrez maintenant un document dont la partie gauche est dactylographiée en allemand et la partie droite est écrite en caractère cursif cyrillique, donc en russe. C'est une carte de victimes du fascisme, donc une carte de victimes du nazisme, qualité dont un certain nombre de personnes, évidemment, vont se prévaloir dans toute l'Allemagne, mais plus particulièrement dans ce qui va être la République démocratique allemande. Voici maintenant un autre document qui est une trace et une preuve évidemment extrêmement touchante de la reprise d'une vie juive dans ce qui va devenir la RDA. C'est un document qui permet au rabbin Martin Riesenburger, qui a été le premier rabbin de la future communauté juive de Berlin, de se déplacer ici et là pour les besoins de son ministère, et plus particulièrement pour apporter du réconfort, en l'occurrence à des prisonniers, puisque ce document a été précisément émis pour que donc, le rabbin Riesenburger puisse exercer son ministère en allant donc réconforter des prisonniers. Dans ce petit panorama rapide d'informations préalables que je vous apporte ce soir, il y a là une carte qui nous montre la partition de l'Allemagne. Donc la partie verte, c'est la partie qui est occupée par la France, par la Grande-Bretagne et par les États-Unis. Et la partie rouge, c'est la zone d'occupation soviétique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va devenir la République démocratique allemande en octobre 1949, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et si vous regardez bien, vous verrez que dans cette partie rouge, vers la droite, il y a une tache
verte, puisque cette tache verte représente évidemment Berlin, l'ancienne capitale du Reich, qui a pour particularité d'être occupée de façon quadripartite, donc par les puissances que nous avons, donc la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et bien entendu l'Union soviétique. Et c'est donc dans cette République démocratique allemande que va s'établir un système qui va enrégimenter 17 millions d'habitants, le moment venu, quand le pays est créé, et à un enrégimentement, c'est-à-dire celui du nazisme, à partir de 1933, va succéder sans aucune transition un deuxième enrégimentement, c'est-à-dire l'enrégimentement du marxisme-léninisme. Je vous ai apporté ici une photo qui représente une grande manifestation devant un buste gigantesque du docteur, parmi les docteurs de la pensée communiste, c'est-à-dire bien entendu Karl Marx. Et il ne faut jamais oublier que Karl Marx était un Allemand, hein. Il était un produit de la culture allemande, un produit de l'intelligentsia allemande de son temps, de la tradition intellectuelle en matière de philosophie aussi et de sciences politiques allemandes, et que quoi que l'Union soviétique ait fait dans cette glorification permanente de Karl Marx, la République démocratique allemande, évidemment, était tout le temps en train de dire, mais cher camarade moscovite, Marx est un des nôtres, c'est un fils de l'Allemagne. Et par conséquent, évidemment, cette conscience a été extrêmement forte. Et cette conscience extrêmement forte n'a évidemment pas empêché, là aussi c'est une évidence, qu'à partir du moment où ce régime marxiste s'est installé à Berlin et dans toute la République démocratique allemande, eh bien, la liberté d'expression, qui est inscrite sur les tables de marbre de la Constitution, loi fondamentale de 1949 en République fédérale, je veux bien République fédérale, c'est-à-dire, je la cite, chaque Allemand a le droit d'exprimer son opinion par la parole, par l'écrit, par l'imprimé et la représentation par l'image. Eh bien, ces magnifiques déclarations, évidemment, n'existeront pas en République démocratique allemande et encore moins pour la toute petite minorité juive qui va se trouver là. En effet, alors qu'en 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir le 30 janvier de la même année, et quand Hitler est devenu chancelier du Reich en mars de la même année, donc entre 1933 et 1945, le nombre des juifs allemands est passé, pour des raisons que l'on sait, de 503 000 personnes à 15 000 personnes. En 1945, il y avait 15 000 survivantes et survivants dans toute l'Allemagne, et si maintenant on fait une focale vers ce qui va devenir la République démocratique allemande, on s'aperçoit qu'en République démocratique allemande, en 1945, il n'y avait plus que 2000 juifs. Le nombre va évidemment décroître, je dis évidemment, eu égard au régime dans lequel les populations vivent, le nombre de juifs va décroître au fur et à mesure des temps, puisque une statistique de la communauté juive de Berlin-Est, je parle seulement de Berlin-Est, datant de 1970, fait apparaître qu'il y a seulement à ce moment-là 400 juifs qui sont restés et qui sont installés à Berlin-Est. Et ce qui est affreux, ce que je vais dire maintenant, c'est que parmi ces juifs de la RDA, et ce que je dis n'est surtout pas un jugement de valeur, c'est une constatation qui repose sur des recherches et évidemment sur des travaux réalisés avec la méthodologie nécessaire. Parmi une partie de ces 400 juifs de Berlin-Est, il va y en avoir un certain nombre qui n'auront pas d'autre solution que de devenir des informateurs de la terriblement célèbre Stasi, c'est-à-dire des directions du ministère de la Sécurité d'État, donc chargées de surveiller en permanence la population et plus particulièrement les minorités.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les images ont la vertu, dans certains cas, de frapper particulièrement, c'est la raison pour laquelle je vous montre maintenant quelques officiers et une officière de la Stasi, dans toute leur fierté et aussi dans toute leur arrogance, puisqu'ils considéraient qu'en tant que Stasi, ils étaient là pour faire régner l'ordre et aussi pour surveiller des éléments qui, bien entendu, étaient considérés comme très problématiques, voire comme séditieux. Il est bien évident que le judaïsme de la RDA, qui malheureusement est devenu une peau de chagrin, mais qui existe toujours, ne se limite pas à Berlin-Est. Il y a des petites communautés dans des villes comme Dresde, comme Leipzig, comme Schwerin, comme Erfurt, comme Halle, ou bien comme Karl-Marx-Stadt, qui, depuis la réunification allemande de 1990, a repris son nom d'origine, c'est-à-dire le nom de Chemnitz. En tout cas, au plus haut niveau de l'État, et bien au-dessus de la Stasi évidemment, on ne tient pas du tout à faire apparaître le destin singulier des Juifs allemands à l'occasion de grandes cérémonies officielles, à l'occasion de commémorations et d'actes qui sont des actes de souvenir. Par exemple, en 1958 a lieu l'inauguration du monument en mémoire des détenus du camp de concentration de Buchenwald. Un discours est prononcé par Walter Ulbricht, et dans son discours, Walter Ulbricht passe totalement sous silence la présence de 11 000 juifs parmi les victimes des sévices infligés par le régime national socialiste. À la même époque, la RDA est tapissée dans ses différentes institutions de cette affiche sur laquelle il est écrit Nie vergessen, ne jamais oublier, et on voit évidemment un malheureux homme qui est torturé, particulièrement malmené, mais on considère que les victimes du nazisme, à quelque part, ne se distinguent pas par des nuances. D'abord, il n'y a pas de nuance politique, puisque les ennemis, les victimes de la barbarie nazie ou du fascisme, dans la doxa de la République démocratique allemande, sont forcément des gens très à gauche. Il n'y a pas non plus de nuance par rapport à l'appartenance à un groupe, à une tradition, et plus particulièrement par rapport à la loi mosaïque dont Michel nous parlait tout à l'heure. On ne veut pas entendre parler de cela. Et comme le cinéma, qui est un des grands outils de la propagande culturelle de la République démocratique allemande, même type évidemment de l'Union soviétique, comme le cinéma est un des grands outils de la propagande culturelle de la RDA, de la République démocratique, tous les documentaires qui sont consacrés à la résistance au nazisme ne font jamais état de la présence de résistantes et de résistants juifs. Avec parfois des paradoxes très étranges, puisque un documentaire réalisé en 1956 et intitulé « Toi et plus d'un camarade », réalisé donc par la DEFA, la grande société de production de films contrôlée par l'État, par la RDA, ne fait même pas apparaître le nom du compositeur juif Hans Eisler comme auteur de la musique de ce film. Or, Hans Eisler, dont j'en parlerai tout à l'heure, était tout sauf un inconnu. Donc, dans un contexte comme celui-là, dans un cadre comme celui-ci, ce judaïsme qui essaie de se reconstruire est évidemment un judaïsme des ruines. Les synagogues, les lieux communautaires ont été bombardés, rasés. Les synagogues, de toute façon, ont été réduites à néant
pendant la terrible nuit de cristal du 9 novembre 1938. Et malgré cela, les autorités ont tendance à s'obstiner et à faire en sorte que même lorsqu'il y a une cérémonie commémorative de cette ampleur, 1953, dans le fameux cimetière juif de Berlin-Weissensee, lorsqu'il y a une cérémonie commémorative de cette ampleur, on noie les éléments, même si là, il y a Magen David que l'on voit, on noie les éléments parce que parmi les drapeaux qui s'inclinent durant cette cérémonie, il y a le drapeau de la FDJ, FDJ, qui est le groupe de la jeunesse communiste de la RDA, qui est un peu l'équivalent qui est comme symbole en Union soviétique, et qui, évidemment, se présente comme n'appartenant pas à une tradition philosophique ou religieuse, puisque tout cela est forcément interdit. Dans cet univers, qui est un univers absolument impitoyable, on n'hésite pas, dans le cadre des activités de la Stasi sur lesquelles je reviens à présent, à épier en permanence parmi les opposants les quelques centaines de juifs qui restent dans le pays. Et pour ce faire, indépendamment des micros qu'on pose dans les appartements et des mouchards qui travaillent ici et là, pour ce faire, on dote la Stasi de cette merveilleuse petite machine. C'est une machine qui génère de la vapeur chaude, et qui permet évidemment d'ouvrir les lettres, d'en lire le contenu, et puis ensuite évidemment de les refermer après lecture et analyse et rapport de gaz éventuel, et de les restituer donc aux personnes qui les ont écrites. C'est un appareil dont on vante dans un texte de la Stasi les performances techniques, et donc le dernier cri pour surveiller les opposants, et plus particulièrement pour essayer de savoir ce qui se passe dans la malheureuse communauté juive de la République et démocratique. Il faut bien comprendre qu'avec l'écoulement du temps, avec un rabbinat qui est devenu éthique, les uns et les autres perdent progressivement le sentiment de l'appartenance à une tradition, que ce soit une tradition vraiment religieuse pour des familles qui sont observantes, ou bien de l'appartenance à une tradition intellectuelle, représentée par des figures, par exemple, de l'envergure de Moïse Mendelssohn. Tant et si bien que la romancière Barbara Honigmann, que vous voyez ici, est complètement désemparée en 1989, lorsque son père quitte ce monde, pour trouver un rabbin, afin de réconforter la famille et pour lui demander donc de dire la prière des morts. Elle cherche dans toute la main. Donc, cet exemple illustre d'une façon extrêmement claire le déni absolu des autorités à l'égard de la tradition et d'un aspect extrêmement profond et sérieux du judaïsme avec le deuil. Il est bien évident qu'à ce moment-là, même un intellectuel allemand de haut vol, puisqu'il est question de deuil, ne sait pas ce que c'est que la Shiva. J'ai rencontré, il y a quelques années, dans une rue de la ville de Francfort-sur-l'Oder, donc à la frontière avec la Pologne, 3 personnes auxquelles j'ai expliqué que je cherchais la ruine de la synagogue, et ces 3 personnes m'ont dit qu'elles ne savaient pas ce que signifiait le mot synagogue. Alors évidemment, ce sont des colorations comme ça qui ont l'air d'être anecdotiques, mais ce sont des exemples évidemment de ce travail de négation qui s'est installé, puisqu'il y a des personnes dont la vie a été suffisamment longue
pour vivre sous le nazisme et pour passer au régime communiste de la République démocratique allemande sans connaître la moindre pause, le moindre intermède, et que pour les plus jeunes de ces personnes, le fait d'appartenir au judaïsme est devenu, certains le disent encore et l'écrivent dans des ouvrages, est devenu le fait de posséder quelques livres dans une armoire, au fond d'une armoire, ou encore le fait de posséder un chandelier à cette branche qui est une survivance comme ça. J'aime bien cette branche puisque c'est ceux qui savaient ce que c'était que les chandeliers de Hanouka étaient devenus une minorité dans la minorité. Et cette tradition donc disparaît vite. Cette tradition n'est pas enseignée puisque, mesdames et messieurs, il n'y a pas en République démocratique allemande de séminaire rabbinique. On ne peut pas former des rabbins, on ne peut pas former des razanim. Celles et ceux qui souhaitent se préparer à la profession de rabbin ou à la profession de ministre officiant n'ont qu'une seule solution, c'est d'aller s'inscrire, si tant est que ce soit possible et que on leur en donne la permission, d'aller s'inscrire au séminaire rabbinique de Budapest. Parce que paradoxalement, dans ce bloc communiste, Budapest a un séminaire rabbinique où sont formés quelques rabbins et quelques ministres officiants pour l'ensemble des pays rattachés à Moscou. Alors, il est bien évident que l'attitude des autorités de la RDA à l'égard du judaïsme est une attitude, évidemment, de négation à caractère politique, bien sûr, mais aussi, je pense, une attitude de négation relevant, toujours bien sûr dans le domaine de la politique, de préoccupations stratégiques. Je m'explique. Il est bien évident que la tradition juive refusant per se de se soumettre à un unique magistère, on voit mal, en République démocratique allemande, comment les autorités peuvent supporter une minorité qui, par tradition, mais aussi par contexte, refuse de se soumettre à un seul et unique magistère. Ce magistère, évidemment, c'est la parole du parti, le SED, qui est le parti dirigeant la République démocratique allemande. Ensuite, la République démocratique allemande met un soin jaloux à ce que la langue allemande soit valorisée au maximum. Et ce soin jaloux est couronné de succès, puisque si on compare l'allemand qu'on parlait en République fédérale jusqu'en 1989 avec l'allemand qu'on parlait en République démocratique allemande jusqu'en 1989, il est indéniable que l'allemand de la République démocratique allemande était un allemand beaucoup plus pur. Parce qu'il n'était pas nourri par une profusion déjà d'anglicisme. Mais comme il n'y a qu'une seule langue pour les autorités de la RDA, c'est-à-dire l'allemand, il est bien évident que l'hébreu, ça n'existe pas. L'hébreu est quand même enseigné à l'université Humboldt de Berlin-Est, mais pour 5-6 étudiantes et étudiants, qui d'ailleurs la plupart du temps se préparent pour devenir pasteurs de l'église luthérienne, mais qui sont eux aussi évidemment extrêmement mal vus par le régime de la RDA. Mais l'autre tâche d'infamie absolue pour les autorités de la RDA, c'est évidemment le yiddish. Comment le yiddish? Mais le grand Moïse
siècle déjà le yiddish, en disant que c'est un parler de charretier, que ce n'est pas une langue. Et il est bien évident que les autorités de la République démocratique allemande auront aussi une attitude totalement hostile au yiddish. Alors malgré tout ça, eh bien, ma foi, on s'arrange comme on peut. On s'arrange évidemment plus mal que bien, puisque, pour prendre à nouveau un exemple, dans la vie de cette pauvre petite communauté de Berlin-Est, on constate que, tenez-vous bien, la première bar mitzvah qui est célébrée à Berlin-Est, après la guerre, est célébrée en 1977. Et on est évidemment plein d'admiration devant cette famille. Moi, j'essaie d'imaginer comment cette famille a fait pour préparer le garçon qui, le grand jour de ses 13 ans, va être appelé à la choule pendant la synagogue pour lire la paracha, la péricope du jour. Bon, alors là, évidemment, il y a eu une transmission par des réseaux qui sont évidemment à la fois discrets, mais qui vraiment sont très très émouvants et très touchants, parce qu'on voit une forme de résistance, même si cette forme de résistance, évidemment, pour des raisons évidentes, n'avait pas la prévalence de la résistance des prisonniers de Sion et de leurs amis dans ces moments-là en Union soviétique. Alors, il est bien évident que dans le travail qui a été mien sur cette RDA, j'aurais eu forcément, comme tous les chercheurs, parfois des difficultés indéniables, et évidemment, je n'étonnerai ni le professeur Yankouf, ni son fils, ni d'autres personnes ici présentes, quand je dirais que on refusait très très souvent de me parler de tout cela. Le monsieur que vous voyez sur cet écran est Hans Pichner, qui a été le vice-ministre de la culture de la République démocratique allemande. Il est mort à l'âge de 102 ans, il y a quelques années. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Donc, quand je parlais avec lui du judaïsme en Allemagne, tout allait bien, c'était parfait, les juifs de l'Allemagne de l'Est n'avaient aucun problème, etc. Finalement, le professeur Pichner, ayant été vice-ministre de la Culture, ne pouvait évidemment qu'adhérer à la parole officielle. Aller à la synagogue, ou en tout cas en un lieu où on pouvait prier et réunir un minyan, relevait dans un contexte comme celui-là de pratiques évidemment courageuses, puisque je rappelle qu'en 1945, lorsqu'avait eu lieu le premier office de Rosh Hashanah pour des prisonniers de Dachau, ces prisonniers et le rabbin américain qui célébrait la grande fête avaient dû être protégés par des soldats en armes contre des réactions pour le moins particulièrement inquiétantes de la population des environs du camp de Dachau. Pour faire à l'instant évidemment un saut dans ce qui est devenu la République fédérale d'Allemagne, puisque Dachau ne se trouvait pas en République démocratique allemande. Et un rescapé de la Shoah, qui à cette époque-là habite depuis peu la petite ville de Schmallenberg, que vous voyez là, ce rescapé, donc, qui est revenu depuis peu à Schmallenberg, et qui
parle avec des connaissances un soir au café en buvant une bière, va leur dire où est-ce que j'étais pendant la guerre? Eh bien, moi, j'étais à Auschwitz. Et les personnes qui sont rassemblées autour d'une bonne bière bien fraîche avec leur rescapé vont dire qu'est-ce que c'est que ça, Auschwitz? Bon, il est bien évident qu'il faut faire la part des choses pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas le propos de ce soir. Si je donne cet exemple, c'est parce que c'est sur un socle comme celui-ci que va se construire le récit national de la République démocratique allemande. C'est-à-dire que le récit national de la République démocratique allemande ne se confond pas, parce que Moscou évidemment l'interdit, pour une partie, même pour une partie mince, avec l'histoire du judaïsme allemand, et encore moins évidemment avec les quelques centaines de juifs qui sont toujours en République démocratique allemande. Et il est bien évident, sans vouloir partir dans une direction déjà un peu lointaine, il est quand même bien évident que je vois dans cela la construction de ce récit national qui se fait sans la conscience du judaïsme, non seulement une insolence absolue, un mensonge, une provocation, mais je vois aussi en cela une espèce de parallèle avec la manière aussi dont, sous la Troisième République, le récit national français va se constituer, puisque, comme on l'a prouvé entre autres récemment dans un colloque qui a eu lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, il est clair qu'en France, encore aujourd'hui, le judaïsme demeure une tâche aveugle dans le récit national. Alors, je ne vous apprendrai pas non plus que ce mépris et ces horreurs ne commencent pas avec Hitler. Elles sont bien entendu précédées par des siècles et des siècles d'antisémitisme violent. Je pense en particulier évidemment aux horreurs qui sont déroulées en Allemagne au Moyen-Âge. Et ce qui est tout à fait singulier, je reviendrai tout à l'heure d'une manière plus approfondie, c'est que à partir du début des années 1970, donc une vingtaine d'années après la constitution de la République démocratique allemande, les autorités vont avoir un changement total d'attitude à l'égard du judaïsme. Pourquoi? Parce que le dirigeant principal de la RDA, Erich Honecker, veut jouer un rôle important sur la scène internationale. Et il a parfaitement conscience que pour jouer un rôle important, ou en tout cas pour tenter de jouer un rôle important sur la scène internationale, il faut se faire connaître des États-Unis. Et à partir du moment où il a besoin de se faire connaître des États-Unis, il ne peut pas faire l'économie de l'existence de l'influence communauté juive américaine et des relations de celle-ci avec l'État d'Israël. Et donc, il va y avoir un changement d'attitude qui sera tout à fait singulier, puisque, alors qu'on fait tout pour maltraiter les Juifs de la RDA, évidemment pas avec la violence qui a caractérisé le nazisme, cela tombe sous le sens, mais en tout cas à partir du moment où on fait tout néanmoins pour maltraiter symboliquement les Juifs de la RDA, voilà qu'on autorise par exemple une sociologue canadienne, Robin Oslo, à publier un livre sur la vie juive en RDA. Et ce livre est composé d'entretiens conduits, certainement avec la surveillance très diligente de la Stasi, par la sociologue canadienne Robin Oslo, avec des ressortissants juifs de la République démocratique allemande. Je voudrais maintenant
rapidement vous donner quelques informations sur l'organisation du judaïsme en République démocratique allemande. Puisque il est bien évident que, comme disait Staline, là où il y a de la confiance, il doit y avoir du contrôle. Donc, à partir de cet adage, les autorités de la RDA, pour encore mieux contrôler la petite communauté juive, pour la surveiller par des moyens autres que ceux de la Stasi, avaient tout intérêt à, évidemment, lui donner une existence officielle. Et c'est donc ainsi que va être créée une confédération des communautés juives de la République démocratique allemande. Cette confédération, évidemment, n'aura jamais cet altruisme les coudées franches, puisque son président est nommé par le gouvernement. Contrairement à la République fédérale allemande, il n'y a pas d'impôt confessionnel, ce qui veut donc dire que les quelques communautés doivent subsister par leurs propres moyens. Et on va placer à des postes d'envergure dans cette fédération des communautés un certain nombre d'individus qui sont des informateurs. Vous voyez ici le poète Paul Vince, qui informait le ministre des cultes de la RDA de ce qui se disait dans la petite communauté juive de Berlin-Est. Alors on va faire croire que cette communauté peut s'exprimer, elle a droit à une revue trimestrielle que j'ai eue entre les mains et qui évidemment est une revue réduite à sa plus simple expression, et à une revue dont les contenus évidemment sont dictés par le pouvoir. Et de manière paradoxale, quand on lit les livraisons de cette revue, on constate qu'il y ait relativement plus question de ce qui se passe chez les Juifs de Hongrie, de Pologne et de Roumanie que chez les Juifs de la République démocratique allemande. Mais on arrive tant qu'on peut à faire ce genre de travail. Et ce genre de travail se fait évidemment, puisqu'on est en Allemagne, d'une façon extrêmement sérieuse, en tout cas dans les apparences. On n'est pas au royaume de la fantaisie, même si un des rares ministres officiants de la RDA, que nous voyons ici, qui lui venait de Hongrie, Klaus Goldstein, affiche ici un beau et franc sourire. Les autres, eux, ne sourient pas, à un point tel que parmi les grandes personnalités politiques et culturelles de la République démocratique allemande, ceux qui sont issus du judaïsme n'en font presque pas état. Voici par exemple Arnold Zweig, à ne pas confondre avec Stefan Zweig, c'est évident. Voici donc Arnold Zweig, qui est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui, de façon paradoxale, a pu se rendre à la fin de sa vie plusieurs fois en Israël, mais dans le plus grand secret. Donc, Arnold Zweig ne faisait référence à son appartenance au judaïsme que d'une façon extrêmement parcimonieuse. Voici Hans Eisler, le compositeur, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hans Eisler, qui a passé la Deuxième Guerre mondiale en exil aux États-Unis, et Hans Eisler, qui lui a la chance d'être beaucoup joué à l'étranger capitaliste, comme on dit en RDA. Il va, par exemple, écrire la musique du documentaire d'Alain René intitulé Nuit et brouillard.
donc, Hans Eisler empoche des virements conséquents, en dollars notamment pour les exécutions de ses œuvres et aussi pour les droits qu'il récolte des musiques de films qu'il écrit. Et il se trouve que c'est Hans Eisler qui, à plusieurs reprises, j'ai vu des lettres de sa main, qui va à plusieurs reprises aider la malheureuse maison de retraite juive de Berlin-Est à se tenir un tout petit peu la tête hors de l'eau. Donc voilà le cadre. Vous voyez, je ne suis pas trop théorique ce soir, je préfère joindre les lignes, les grandes lignes à des exemples concrets pour vous représenter comment ce groupe, comment cette communauté vivait. Et autre singularité, cette communauté vivait dans la dénégation en matière de culture de ces grandes valeurs, qui au demeurant sont aussi des valeurs universelles. Je vous en donnerai deux exemples. Voici d'abord Félix Mendelssohn Bartholdy. Félix Mendelssohn Bartholdy est extrêmement mal vu au temps de la République démocratique allemande. C'est d'autant plus étonnant qu'il a passé des années et des années à Leipzig comme directeur du célèbre orchestre du Gewandhaus. C'est d'autant plus étonnant qu'il est un des grands symboles mondiaux du romantisme musical allemand. Le grand chef d'orchestre Kurt Masur, dont vous connaissez certainement le nom, qui nous a quittés il y a quelques années et qui a fait les trois quarts de son existence en RDA, a combattu pour Mendelssohn avec beaucoup d'énergie. Mais chaque fois que Kurt Masur voulait programmer un des grands oratorios de Mendelssohn, tout Kurt Masur qu'il était, on lui disait c'est impossible parce que comme il faut un chœur de 120 personnes pour cet oratorio, Saul, il y a Paulus de Mendelssohn, on ne peut pas les donner, on n'a pas un chœur d'un niveau suffisamment élevé, le chœur de l'opéra de Leipzig n'est pas disponible, etc., 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 etc. Deuxième exemple, le cas de Gustav Mahler. Le 100e anniversaire de la naissance de Gustav Mahler en 1960 est l'objet dans un pays qui n'arrête pas de dire qu'il reprend le flambeau de la plus grande tradition musicale germanique qui soit. Le 100e anniversaire de la naissance de Gustav Mahler, donc en 1960, et, mesdames et messieurs, célébré par un concert de musique de chambre à l'Académie des Arts de Berlin. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, évidemment, c'est la raison idéologique. Puis la deuxième raison aussi, c'est une raison financière. C'est que la parcimonie de la caisse publique de la République démocratique allemande était telle qu'elle n'avait pas les moyens de payer les droits d'exécution des œuvres de grands compositeurs publiées à l'Ouest. En 1960, les œuvres de Gustav Mahler étaient encore protégées. Et il est bien évident que si on avait donné une des symphonies de Mahler à Berlin-Est, à Leipzig ou à Dresde, devant des salles dans lesquelles il y avait 1500 personnes, il aurait fallu évidemment payer 8% de la recette, donc d'une recette provenant de la vente de 1500 billets, à la société de perception des droits d'auteur, et évidemment, c'était complètement impossible. Je vous donne ces exemples aussi pour que vous compreniez bien que ces juifs de la RDA se trouvent à quelque part dans une situation qui relève de l'apartheid. Alors évidemment, on n'est pas dans l'apartheid du nazisme, ça tombe sous le sens, mais on peut trouver des dénominateurs communs entre la manière dont les juifs allemands ont été traités à partir de 1933 et la façon dont les juifs de la RDA le sont. Et d'abord, ils sont invités à faire leur fête avec la plus grande discrétion possible.
Cette photo est très émouvante. Elle a été prise en 1955 à Berlin-Est et elle montre une famille qui termine sa célébration de Pessah. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'allégresse, évidemment, n'est pas sur les visages. Alors, évidemment, on a fait comme on pouvait, on a fait le nécessaire. Là, on est au dessert d'un des deux cédères de Pessah, et on a fait le nécessaire, puisque vous voyez que la maîtresse de maison a à sa gauche une pile, évidemment, de livres qui, évidemment, sont les livres utilisés pour la lecture du récit de la libération d'Égypte dans cette fête qui est, évidemment, indépendamment de sa signification juive intrinsèque, un des symboles de la naissance de la démocratie dans le monde, c'est-à-dire le droit fondamental des peuples à disposer d'eux. Donc, ces juifs de la RDA, on ne veut pas les voir, d'où ce symbole avec cette dame qui assiste à la célébration du 10e anniversaire de la RDA, qui se cache avec un petit drapeau de la RDA. Enfin, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Alors évidemment, on nous dira que c'est le soleil qui la gêne. Enfin, le soleil à Berlin-Est au mois d'octobre, il est assez relatif. Ce qu'on ne veut pas voir aussi dans les grandes organisations culturelles, par exemple l'Union des écrivains, c'est la part juive, évidemment, de certains écrivains, Barbara Honigmann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien également Arnold Zweig. Alors, je vous avais prévu une surprise séfarade. Alors, nous y voilà. Eh bien, figurez-vous qu'à Berlin-Est, il y avait Hassan, un ministre officiant, qui n'était pas ashkénaze, mais qui était séfarade, et qui était un séfarade immergé, voilà, immergé au milieu de ces ashkénazes. Alors, cet homme est un très grand personnage, c'est Estrangona Hama. Il était originaire de Thessalonique. Il a eu la vie sauve à Auschwitz parce qu'avec sa magnifique voix de baryton, alors qu'il était encore adolescent, mais une fois que sa voix adulte s'était installée, il a eu une magnifique voix de baryton. Il a eu la vie sauve puisqu'il chantait au Sole Mio pour les officiers de la SS. Il a réussi dès 1946 à s'installer à Berlin. Et il a commencé son activité professionnelle de Hassan à Berlin pour le compte des Américains, puisqu'il est devenu ministre officiant d'une communauté libérale de soldats américains qu'il avait repéré, et son talent, et bien entendu sa connaissance déjà importante, bien qu'il était évidemment très jeune à l'époque, de la liturgie et des spécificités de la profession. Estrangona Hama nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Vous le voyez ici pendant une cérémonie au cimetière de Weißensee à Berlin. Et il a fait souche, puisque son fils est rabbin, c'est le docteur Andreas Hama, et son petit-fils a été ordonné rabbin à Berlin il y a quelques années. Et une des particularités de Hama, c'est qu'il avait la possibilité de se déplacer apparemment sans grande difficulté, apparemment à l'intérieur de la République démocratique allemande, parce qu'il avait toujours un passeport grec. Et que, comme il disposait d'un passeport grec, il avait une relative facilité de déplacement, donc il lui permettait d'aller ici et là pour des cérémonies, pour se faire entendre à telle et telle occasion, une bar mitzvah, ou bien un mariage, etc. Et évidemment, comme tout Hassan digne de ce nom, il avait deux répertoires. Il avait le répertoire sacré et puis le répertoire de divertissement. Et il y a des enregistrements d'Estrangona Hama où on l'entend en train d'amener à ces juifs ashkénazes de la RDA les splendeurs
des œuvres chantées en latino, ce qui, évidemment, était considéré comme extrêmement insolite, hein, puisque je me rappelle que dans cette terre germanique ashkénaze, la seule ville quasiment où il y avait quelques familles séfarades, c'était Hambourg, évidemment pour des raisons liées à l'histoire et aussi au négoce de certaines denrées perçues comme exotiques. Mais ceci est un autre sujet. Et quand il avait trop à faire, Nahama faisait venir son collègue autrichien Leo Roth, qui lui aussi a officié, alors qu'il Roth, lui était ashkénaze, qui a officié évidemment à Berlin-Est notamment, et Roth aussi pouvait se déplacer parce que lui, il avait un passeport autrichien. Et il est bien clair que sans l'appartenance de nationalité de ces deux ministres officiants, on se demande comment on aurait pu réussir à exister d'une manière digne. Une dernière image qui va vous montrer Liza Minnelli. Alors vous allez me dire, mais est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Non, je ne me suis pas trompé. Si vous regardez Cabaret, le film de Bob Fosse, dont Liza Minnelli est une des protagonistes principales, vous verrez à un moment Hassan, donc de l'Allemagne du milieu des années 30, et le rôle dans le film est tenu par Nostromo Nahama, qui, à cette occasion, a fait ses débuts au cinéma. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder maintenant, c'est le comportement pervers de la République démocratique allemande dans le domaine des relations internationales, mais vu évidemment dans son rapport au judaïsme. Je m'explique. Serge Klarsfeld, que vous voyez ici, va être accueilli à bras ouverts en République démocratique allemande à la fin des années 60 pour une raison extrêmement simple. Il cherche, il traque, comme Simon Wiesenthal, les anciens nazis, et il est bien évident qu'il peut rendre des services politiques à la propagande de la RDA, qui cherche toujours à se montrer extrêmement vertueuse. Quelques années plus tard, une autre personnalité que nous voyons ici, et qui n'est autre que Siegfried Lemdach, va un jour tenter d'aller assister à une représentation d'opéra à Berlin-Est. Et on va le garder pendant 3 heures au poste frontière. Pourquoi? Parce qu'il se présentait là avec un passeport israélien. Donc, vous voyez qu'on est dans le paradoxe et aussi, bien entendu, dans une forme indéniable de perversité en matière de relations étrangères, puisqu'on souffle à la fois le chaud et le froid. À partir des années 70, on va souffler aussi le chaud et le froid avec des autorités qui, comme je l'ai dit, soucieuses de commencer à entamer un dialogue avec les États-Unis, se mettent progressivement à trouver que ce que fait le chœur de la synagogue de Leipzig, que vous voyez ici, est tout à fait remarquable. Et à cause de cela, les autorités vont permettre au chœur de la synagogue de Leipzig d'enregistrer pour les disques Eterna. Les disques Eterna, c'est la marque officielle de disques de la République démocratique allemande, de même qu'à la même époque, Melodia est la marque officielle de disques de l'Union soviétique. Et là aussi, on est dans le paradoxe, dans la perversité, parce que ce chœur de la synagogue de Leipzig, que tout d'un coup les autorités se mettent à valoriser, est composé, au moins pour moitié, de non-juifs. Alors, évidemment, on peut considérer qu'il y a là une attitude d'ouverture, d'œcuménisme, comme on dirait en Europe occidentale, mais nous n'aurons pas la naïveté de le croire. Et d'un point de vue purement religieux, si l'on se place maintenant dans une perspective qui est celle de l'observance sérieuse, ce chœur de la synagogue
de Leipzig, poussé par le régime, à partir du début des années 70, est un chœur qui comporte des voix féminines. Pourquoi? Parce que ce chœur a à son répertoire des œuvres d'un compositeur et ancien Chazan d'une synagogue berlinoise du XIXe siècle, un certain Lewandowski. Et comme Lewandowski appartenait à un courant de pensée qui se rattachait de près à celui qui va devenir par la suite le judaïsme libéral, les autorités de la RDA considéraient que toute subtilité théologique et spirituelle de sa part, il y avait lieu évidemment de soutenir cela. En même temps, on soutenait le grand compositeur Paul Dessau, que vous voyez ici en photo. Paul Dessau, qui lui aussi était juif, mais juif discret, qui était d'abord communiste, et qui, comme Zweig, à partir du milieu des années 70, va pouvoir aller à plusieurs reprises séjourner tranquillement en Israël, sans que pour autant il y ait la moindre ligne consacrée à un séjour du grand compositeur Paul Dessau en Israël dans la presse de la RDA, et en particulier dans le Neues Deutschland, l'Allemagne nouvelle, qui est le quotidien du parti, et qui est en RDA l'équivalent évidemment de la Pravda. On va aussi se taire, tout en célébrant Shostakovich, le grand compositeur soviétique que vous voyez ici, on va se taire totalement sur le philosémitisme tout à fait avoué de Shostakovich. Hein? Ça, le philosémitisme tout à fait avoué de Shostakovich, on ne veut pas en entendre parler. Donc, vous voyez qu'en matière de relations internationales, que ce soit des relations à un haut niveau ou des relations d'ordre culturel, on est dans la perversité. Et cette perversité va évidemment se développer encore plus si nous examinons ensemble, de façon évidemment très schématique, les relations suivies de la RDA avec l'Organisation de libération de la Palestine et Yasser Arafat. Le document que vous voyez est la couverture d'un livre où on voit Arafat, évidemment à gauche, en train de retrouver son cher ami Erich Honecker, puisque également à partir du moment où Honecker est aux affaires, au début des années 70, les dirigeants palestiniens qui sont malades vont se faire soigner à l'hôpital du gouvernement à Berlin-Est. Les combattants du Hamas et des autres organisations palestiniennes qui sont blessés lors d'affrontements sont transportés par avion à Berlin-Est où on les soigne. Et on est évidemment dans cette période, une fois de plus, dans le paradoxe total, puisque pendant qu'on fait cela, en même temps, on se fâche de façon définitive avec le très grand chef d'orchestre Otto Klemperer que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que vient faire Otto Klemperer à la RDA? C'est tout à fait ça. Otto Klemperer était juif allemand de tradition, non pratiquant, et il était un homme dont les opinions politiques se situaient très très à gauche. Et il se trouve que Otto Klemperer, émerveillé par certains aspects de la vie en RDA, en tout cas émerveillé devant une certaine forme de réussite culturelle de la RDA, accepte de diriger pour 1967 Fidelio de Beethoven à Berlin-Est. Alors les choses se passent bien, il faut évidemment consigner beaucoup d'argent, puisque on sait aujourd'hui que les cachets de Klemperer étaient des cachets considérables, puisque Klemperer gagnait l'équivalent de 35 000 € par concert ou par représentation d'opéra. Donc vous imaginez qu'il faut rassembler des devises. Et puis voilà que arrivent les événements que l'on sait en Israël en 1967. Et Klemperer dit, puisque c'est comme ça, il est absolument hors de question que j'aille diriger à Berlin-Est, je ne mettrai pas les pieds en République démocratique allemande, parce que moi,
je suis un ami d'Israël, et quand il tient ses propos, c'est précisément d'ailleurs 3 ans avant qu'il reçoive un passeport israélien des mains même de Golda Meir, puisque on ne le sait pas, mais Klemperer, à la fin de son existence, était binational, allemand et israélien, en tout cas à partir de 1970. Et à ce moment-là, Klemperer va protester sans arrêt. Il va soutenir par exemple la chanteuse Lynn Yaldati, que vous voyez ici. Lynn Yaldati, qui est elle aussi une rescapée des camps de la mort, et il va soutenir Lynn Yaldati puisque les autorités interdisent à Lynn Yaldati de chanter en public et de faire des tournées à l'étranger parce qu'elle a refusé de signer une motion d'hostilité à l'État d'Israël en 1965. Donc, vous voyez que tout ça, forcément, comme l'histoire politique en général, est tout sauf facile. Et les Juifs de la RDA, dont quelques-uns commencent quand même dans cette période à voyager un petit peu, sont évidemment informés de la tragédie qui arrive dans le village olympique de Munich en septembre 1972, puisque c'est le moment terrifiant, hélas, septembre noir de triste mémoire, et bien entendu, les autorités de la RDA, selon le rapport entre guillemets de la Stasi, d'affirmer à ce moment-là que les quelques centaines de juifs de la RDA sont évidemment des agents israéliens, ils seraient infiltrés par Israël, on ne voit pas comment, à un moment d'ailleurs, où c'est complètement paradoxal, à un moment où justement le grand chef d'orchestre Kurt Masur est invité pour la première fois à diriger l'orchestre philharmonique d'Israël. Donc vous voyez que dans tout cela, il y a une incohérence qui est absolument indéniable. On est donc dans ce changement de cap des années 1970 dont je parlais tout à l'heure. Et ce changement de cap aussi va prendre la forme d'un événement intéressant à étudier dans le cadre de la vie musicale de la RDA. C'est en 1971 que Bernard Est va accueillir la création en RDA d'une très célèbre comédie musicale de Broadway, le fameux Violon sur le toit. En effet, donc, dans le souci, de faire des pas comptés en destination des États-Unis et de donner une petite satisfaction à cette malheureuse communauté juive de la RDA, on va représenter le violon sur le toit à la Königsoper de Bernard Est, aussi une photo qui est prise dans une production très récente de ce spectacle, et on voit bien que la doxa des autorités, dans son rapport avec le judaïsme national, ça n'est évidemment pas de soutenir la musique d'avant-garde. C'est la raison pour laquelle je vous montre évidemment ici une photo du jeune, du relativement jeune Pierre Boulez à l'époque, puisqu'il avait presque 50 ans. Les Juifs de la RDA n'ont pas à toucher à la musique contemporaine. Ça, c'est le message. Mais en même temps, toujours dans le cadre des paradoxes, en 1975, voilà que Schönberg, Arnold, est réhabilité. Ça aussi, c'est un événement extraordinaire. Et voilà qu'à l'Opéra de Dresde, on donne Moïse et Aaron, donc le grand opéra de Schönberg, qui est un chef-d'œuvre immense, mais qui est une œuvre d'une complexité musicale absolue. Et voilà donc le ministère de la Culture et le ministre de la Culture de la RDA de l'époque se met à glorifier l'art admirable d'Arnold Schönberg. Donc vous voyez qu'une fois de plus, on est chez Kafka. On est dans un cadre véritablement kafkaïen. Alors, le moment de conclure arrive. Alors, vous allez me dire, vous l'avez certainement reconnu, mais qu'est-ce que vient faire Leonard Bernstein ici? Eh bien, il se trouve que dans le souci comme ça d'arriver à une espèce d'apaisement avec les États-Unis, à partir du moment où la République démocratique allemande et Washington ont procédé à un échange d'ambassadeurs, l'ambassadeur des États-Unis à Berlin-Est a œuvré notamment à ce que Leonard Bernstein vienne se produire dans cette ville. Donc il est venu diriger à Berlin-Est, mais à une condition extrêmement précise,
c'est qu'il y ait non pas un, mais deux concerts. Et un des deux concerts était réservé à la communauté juive de Berlin-Est et aux membres des petites communautés des autres villes du pays. Évidemment, cet acte initié par Leonard Bernstein est, à la fin des années 70, d'une signification symbolique capitale. Ensuite, alors que la RDA s'est écroulée en novembre 1989, ensuite, l'Assemblée nationale de la RDA, enfin la Chambre du peuple, va, en début 1990, voter une déclaration de repentance. Il va donc acter le fait que depuis quasiment 40 ans, un préjudice de grande envergure a été porté aux Juifs de la RDA, même si ce préjudice, évidemment, ne peut pas être comparé avec les monstruosités commises sous le régime nazi. Et c'est également en 1990, alors qu'on s'imagine avec beaucoup de naïveté, je pense, que la RDA va encore continuer à exister, que des diplomates de la RDA rencontrent à Copenhague des diplomates israéliens et envisagent une normalisation sans condition préalable. Je cite ici le protocole de cette réunion diplomatique, des relations entre la République démocratique allemande et l'État hébreu. Mais cela ne se produira pas puisque la réunification, le traité de réunification allemande sera signé en 1990. Alors sur toutes ces ruines, sur toute cette souffrance, s'est édifié progressivement, et évidemment nous arrivons dans le temps actuel, dans la période d'aujourd'hui, la résurrection absolument extraordinaire aujourd'hui dans l'Allemagne réunifiée du judaïsme. Il y a une dizaine de jours, le docteur Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne unie, vient pour la première fois depuis presque un siècle de nommer un rabbin aux armées. Ouais, Mme Merkel a nommé il y a environ 2 semaines un rabbin aux armées. Pardon ? Voilà, voilà, absolument. Donc, qui vient d'une famille d'origine hongroise, et que nous voyons ici, évidemment, tout rayonnant, à la suite, évidemment, de ce qui est un événement dont la signification symbolique est, bien entendu, considérable, même si nous n'allons pas tomber dans de la naïveté, puisqu'il y a, hélas, actuellement d'autres réalités de la société allemande qui sont tout sauf réjouissantes. Enfin, ce n'est pas le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. On voit aussi, évidemment, cela ne vous étonnera pas, apparaître des groupes, et plus particulièrement une communauté libérale. Et nous voyons ici Yalda Reblink, qui n'est autre que la fille de la fameuse ligne Yaldati, dont je parlais tout à l'heure, en train de guider la primaire dans une communauté libérale dont elle a la charge à Berlin. Nous voyons aussi que les grandes fêtes, et en particulier Rosh Hashanah, sont célébrées avec la solennité qui se doit. Nous sommes ici dans une des 2 grandes synagogues de Berlin, la synagogue de la Rickestrasse, qui se trouvait justement à Berlin-Est, et nous avons ici une photo assez récente d'une cérémonie solennelle présidée par la chancelière. Et dans la préparation de notre rencontre de ce soir, l'autre jour, en me promenant dans le quartier berlinois de Friedrichshain, je me suis évidemment empressé de photographier ce qui a été peint sur un mur. La vie est plus belle sans les nazis. Voilà donc, le parcours que je vais vous proposer ce soir. Bon, il est bien évident que c'est un parcours chérétique, parce que le sujet
est un sujet d'une complexité immense, comme tous les sujets intéressants, et par voie de conséquence, je n'avais pas d'autre solution que de m'en tenir à un certain nombre de généralités. Je vous remercie pour votre charmante attention. Merci, cher Philippe Olivier, pour cette belle communication, pour cet éclairage apporté à un camp relativement méconnu, pourtant si proche, l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate plutôt, du judaïsme allemand, la mère destinée, tout juste adoucie, vous le dites très justement, lors de la dernière décennie, évidemment basée sur les intérêts que l'on comprend aisément. Et nous allons tout de suite donner, puisqu'on est un petit peu pris par le temps, il est déjà 8h30, 20h30, la parole à la salle qui souhaiterait questionner notre historien. Monsieur. Bonsoir. Vous nous avez donné un certain nombre d'exemples tout à fait prestigieux, d'intellectuels, de scientifiques, de musiciens, de littérateurs, etc., qui avaient donc une aura, on peut dire, internationale, qui avaient des facilités. Bon, sans omettre, bien entendu, les facéties de l'Astasie, évidemment. On est quand même néanmoins étonné parce que ces gens-là, c'était, je pense aussi à Anna Zegers, etc., c'était des résistants, c'était des gens qui avaient fui le nazisme, qui sont revenus, peut-être parce qu'ils étaient communistes, regardez après la libération. On peut s'étonner donc qu'il ait fallu tant de temps, jusqu'à l'écroulement de la guerre finalement, pour que le judaïsme allemand puisse émerger enfin librement et qu'il n'y a rien eu très peu finalement dans cette longue période de la DDR de leur temps. Comment vous l'expliquez? Je l'explique pour des raisons qui sont tout à fait simples. C'est que on est en face d'une accumulation et d'une succession de traumatismes. Il y a des traumatismes divers, on les connaît, on ne va pas faire la liste. Bon, d'une part, et puis il y a aussi parmi les cadres du SED, donc le parti au pouvoir, il y a un certain nombre d'individus qui ne sont pas très clairs. Je ne vais pas aborder la question ce soir, parce que c'est aussi un sujet en soi. Là, on est face à un ensemble de boîtes qui sont comme des poupées russes, vous savez, des poupées gigognes. Il se trouve que parmi les cadres du SED, donc, qui était tellement communiste et qui voulait créer une société nouvelle, il y en avait un certain nombre qui, certes, étaient devenus rouges quand vous les regardiez à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, étaient restés extrêmement bruns. On sait que même dans les instances supérieures du SED, il y avait un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de politiciens qui avaient été des adhérents tout à fait diligents du Parti national-socialiste et qui, en l'espace de quelques jours, se sont réveillés, je ne peux pas dire du jour au lendemain parce que ce serait trop facile, mais qui se sont réveillés quand même assez vite comme se déclarant comme des communistes ardents. Et il est bien évident qu'à partir du moment où il y avait la main permanente de Staline sur tout ce petit monde-là, il ne fallait surtout pas avoir des attitudes de compréhension. Quand la République démocratique allemande est proclamée en 1949, on va d'abord faire les yeux doux à une partie des Juifs qui sont encore là, et puis surtout à une partie des Juifs qui viennent de rentrer de leur exil en Chine, puisqu'il y a à peu près 150 Juifs qui sont devenus des Juifs est-allemands, qui avaient passé les années d'épreuve à Shanghai. Et donc, ils étaient revenus, entre guillemets, spontanément dans ce qui est devenu la RDA. Quand vous regardez les actualités cinématographiques de 1949-1950, vous voyez que, comme par hasard, il y a une caméra et un ingénieur du son qui sont à la gare pour accueillir une centaine de personnes qui reviennent de Shanghai et qui disent
qu'elles reviennent au pays pour construire le socialisme et une société, comment dire, une société nouvelle. Et donc, bon, ces gens-là vont d'abord être bien accueillis. Et puis, la funeste année 1952, si on veut évidemment avoir maintenant une indication temporelle très stricte, arrive. Le complot des blouses blanches avec ses conséquences. Et alors que les autorités de la jeune RDA, en 49, 50 et encore 51, vont aider un petit peu pour que, à force d'accumuler quelques sacs de sable et quelques briques qu'on puisse envisager de construire un lieu de culte ici et là, tout va s'arrêter. Puis, mars 53 arrive, le jour de la mort et de Staline et de Serge Prokofiev, puisque Serge Prokofiev est mort le même jour que Staline, et là, évidemment, la RDA va entrer dans une période de glaciation totale. Elle sera plus que jamais pieds et poings liés à l'Union soviétique, et par voie de conséquence, si on rapporte ça au sort des Juifs soviétiques, ma foi, on n'a pas du tout intérêt à avoir une attitude de compréhension. Hein. Et donc, voilà, et puis, mais je reviens une fois de plus sur l'élément psychologique et celui du traumatisme. Tous ces gens-là ont subi toutes sortes de traumatismes. Ils ont été discriminés comme Allemands sous Hitler. Ceux qui ont réussi à survivre, ou bien ceux qui sont revenus dans ce qui est devenu la RDA, ont vu qu'ils étaient aussi d'une certaine façon discriminés, même si évidemment cette discrimination n'avait pas la violence tragique de ce qu'elle a été sous le national-socialisme, et par voie de conséquence, donc, on essayait par tous les moyens d'afficher un profil qui soit discret et un profil qui soit bas. Et puis, il n'y avait pas de grandes figures protestataires comme il y a eu par la suite en Union soviétique. Il n'y a pas eu d'Anatoly Sharansky allemand. Alors si, bon, il y a eu plus ou moins le chanteur Wolf Biermann. Mais Wolf Biermann, chanteur de variété très populaire, était tellement infernal, lui, qu'on l'a expulsé vers Hambourg en 1976. Et puis le problème Biermann a été réglé. Il y a eu le fils d'un des ministres de la Culture, Dr Brasch, qui lui aussi, juif comme son père, a un peu rué dans la bancard, et on lui a donné l'autorisation de quitter définitivement la RDA parce qu'on voulait être tranquille. Enfin, voilà quelques indications, mais il est bien évident que le point, je vous remercie de l'avoir soulevé, que le point que vous soulevez, évidemment, il y a un point qui mériterait évidemment d'être travaillé très très finement. Ça tombe sous le sens. Merci. Merci, cher monsieur. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, merci de votre présence. On se retrouvera bien évidemment au plus tard à la rentrée pour la saison 2021-2022, qui débutera traditionnellement la journée européenne de la culture et du patrimoine le premier dimanche de septembre, autour de, inévitablement, du médiéval de Montpellier. Voilà, bon été, à bientôt. Merci, Philippe.